Eh bien, bonjour à tous, Fabien Bizot, directeur technique de SpeederNet. Donc on vous retrouve aujourd'hui pour la 5e conférence Horizon Immersive Learning. Donc, je suis toujours accompagné de Yves à la régie. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Farrugia, enseignant-chercheur au LIRIS, pour cette conférence sur l'AR. Donc juste avant, un petit rappel, dans notre conférence, vous avez donc un onglet conversation pour pouvoir discuter et surtout un onglet questions et réponses pour poser vos questions. Moi, je serai là en support justement pour transmettre ces questions et pour qu'on puisse y répondre. Voilà, Jean-Philippe, à toi. Bien, merci, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. Donc, je suis Jean-Philippe Farrugia. Je suis effectivement enseignant-chercheur au LIRIS et on m'a demandé de venir parler de réalité mixte, plus sous un angle recherche et sur voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire, quelles sont les limites, quelles sont les contraintes et quelles sont les pistes pour l'avenir dans ce domaine-là. Donc, c'est ce que je vais faire avec cette présentation. Donc, Yves, si tu peux mettre les slides, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc j'ai appelé cette présentation réalité mixte, jusqu'où peut-on aller? C'est assez vague, mais je vais essayer de couvrir quelques sujets qui me paraissent intéressants et importants. Je vais me présenter quand même. Donc je m'appelle voilà, Jean-Philippe Farrugia, je suis maître de conférence, donc je fais de l'enseignement et de la recherche. Je suis enseignant en système et réseau à l'IUT à Bourg-en-Bresse et je suis chercheur au laboratoire LIRIS, qui est un des plus gros laboratoires informatiques de la région de Lyon dans le domaine des systèmes d'information et de l'image. Et moi, mon domaine de recherche, j'ai fait pendant très longtemps du rendu réaliste, j'en fais toujours un petit peu, donc des images de synthèse. Euh, je me suis intéressé parallèlement à la perception visuelle, c'était le sujet de ma thèse, rendu et perception. Et depuis, on va dire 6 ou 7 ans maintenant, je m'intéresse à la qualité perçue en réalité mixte, donc réalité virtuelle et réalité augmentée, mais je vais définir un petit peu ce qu'on appelle réalité mixte dans ce cadre-là. Alors, la réalité mixte, du coup, ça couvre plusieurs domaines. La réalité virtuelle, je vais passer assez vite dessus parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sachent ce que c'est, mais c'est l'ensemble des technos, hardware et software, qui permettent l'immersion d'un ou plusieurs utilisateurs dans un univers numérique. Voilà, donc là, un exemple de ce que nous, on a développé dans ce domaine-là, c'est une visite virtuelle du monastère royal de Brou. On peut le visiter à différentes époques, et notamment tel qu'il était au XVIe siècle. Euh, la réalité augmentée, c'est l'ensemble des technos, hardware et software, qui permettent de superposer des éléments virtuels et réels de manière cohérente. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un seul environnement. Euh, et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tout ça, ces deux applications-là, sont un sous-ensemble de quelque chose qui est plus vaste qu'on appelle la réalité mixte. En 1994, il y a un chercheur qui s'appelle Milgram qui a proposé ce que vous avez actuellement sous les yeux, qui s'appelle le continuum de Milgram. Un continuum, c'est une droite continue, donc, avec à une extrémité la réalité virtuelle et à l'autre extrémité la réalité réelle, c'est-à-dire telle qu'on la vit tous les jours. L'application Monastère Royal de Brou que je vous ai montré, c'est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que c'est purement numérique, tout est synthétique. Euh, la réalité augmentée, c'est presque tout est réel, mais on a quelques éléments de synthétique dedans. Donc là, par exemple, le cube est virtuel, mais le reste, la table, le stylo et le marqueur sur lequel est posé le cube, ça, c'est réel. C'est de la réalité augmentée, et donc vous voyez qu'il se situe à différents endroits de ce spectre, ce continuum de 1000 grammes, mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. En fonction de la proportion de réel ou de virtuel qu'on injecte dans l'application, on peut avoir d'autres applications, par exemple la virtualité augmentée. Donc la virtualité augmentée, c'est le contraire de la réalité augmentée, c'est-à-dire c'est presque tout est virtuel, mais il y a un peu de réel dedans. Alors on a l'impression que c'est pas très commun comme ça, mais en réalité c'est assez commun, parce que si je vous montre ça, la météo par exemple, bah, quasiment tout est numérique, à part la présentatrice de la météo, qui elle est réelle. Si vous allez voir Avengers au cinéma, bah, quasiment tout est numérique, à part un ou deux acteurs. Le reste, c'est que de l'image synthèse, donc c'est de la virtualité augmentée. Voilà, donc tout ça pour dire que, en fait, c'est la même technologie, mais simplement on fait varier les proportions de réel et de virtuel pour obtenir différents types d'applications. Alors, quel matériel on utilise pour faire ça? Pareil, je vais aller assez vite.
pour la réalité virtuelle, on a des casques dédiés. Donc là, par exemple, c'est un MetaQuest 2. Pour la réalité augmentée, il y a aussi des casques dédiés. Le HoloLens 2 de Microsoft le Magic Leap, qui sont ce qu'on appelle des optical see-through, c'est-à-dire qu'on voit à travers. Ça permet justement de ne pas avoir d'interface dédiée pour voir l'environnement réel et de superposer que les éléments virtuels. Mais pour faire de la réalité mixte, c'est-à-dire pour pouvoir représenter l'intégralité de ce qu'on a sur le continuum de 1000 grammes que j'ai montré juste avant, eh ben, on a des casques dédiés réalité mixte. Donc ça, par exemple, c'est un Varjo XR3. C'est un casque très haut de gamme qui ressemble à un casque de réalité virtuelle, sauf qu'il y a 2 caméras de très haute qualité qui sont sur le devant, qui permettent de restituer la vision de l'environnement à travers le casque. C'est-à-dire qu'on ne voit pas directement à travers comme dans un HoloLens, mais c'est des caméras qui restituent. Le MetaQuest 3, l'évolution du MetaQuest 2, a ce principe-là aussi, et ça s'appelle le vidéo pass-through. Et en fait, la tendance actuelle, c'est vraiment ces devices-là, c'est-à-dire que c'est du vidéo pass-through, c'est ce que Apple a fait aussi avec le Vision Pro, de manière à pouvoir faire vraiment tout le spectre d'applications qui est dans le continuum de 1000 grammes. Alors ça, c'est très bien, mais ça coûte relativement cher. Il y a un autre device auquel on pense jamais quand on fait de la réalité mixte, bah, c'est le smartphone, et pourtant c'est celui qui est le plus utilisé, tout simplement parce que dedans, il y a tout ce qu'il faut. Alors on perd un peu en immersion forcément, puisqu'on ne peut pas tellement voir dedans exactement comme avec un casque, mais en fait, il y a dans un smartphone tous les senseurs, toute la puissance graphique et toute la puissance computationnelle nécessaire pour faire des applications de réalité mixte. Et en gros, si le marché s'ouvre aujourd'hui, c'est plus grâce au smartphone que grâce aux casques dédiés qui sont quand même encore relativement peu utilisés. Alors, ce qui va suivre, ça c'était mon intro. Je vais vous parler des challenges techniques de la réalité mixte. Qu'est-ce qu'il faut résoudre quand on veut pouvoir faire une application de réalité mixte qui se tient. Je vais vous présenter quelques projets atypiques sur lesquels on a travaillé au laboratoire. Et puis, dans la conclusion, je vais évoquer tout un tas de choses que je n'aurais pas eu le temps d'évoquer avant, mais qui sont des pistes intéressantes pour le futur. Voilà. Alors, les challenges techniques de la réalité augmentée, en fait, on peut les résumer au nombre de 3. Il y a la colocalisation, la co-occultation et le co-éclairage. Je vais les détailler un par un. Le plus connu, c'est la colocalisation. La colocalisation, ça veut dire tout simplement que la caméra réelle et la caméra virtuelle doivent être alignées au même endroit, tout simplement pour que les objets virtuels et les objets réels s'affichent de manière cohérente, et ce, sur toutes les frames. Donc là, j'ai mis un exemple, par exemple, avec un lapin qui est totalement virtuel à gauche, un environnement réel à droite, et ce qu'on veut, c'est que le lapin s'affiche en cohérence par rapport à l'environnement virtuel. Alors, comment on fait ça? Il y a 2 manières. Il y a une colocalisation interne, et c'est ce qui est utilisé sur la plupart des devices de réalité augmentée, comme le MetaQuest que vous avez ici. Si vous regardez le MetaQuest, vous voyez qu'il y a des caméras en façade, mais qu'il y a aussi des caméras sur les côtés. Là. Ça permet de filmer l'environnement et de repérer dans l'environnement des choses qui vont permettre au casque de se situer dans l'espace. Ça peut se faire sans marqueur, simplement en repérant des points d'intérêt, avec des techniques de vision artificielle que je n'ai pas le temps de détailler ici, ou ça peut se faire avec marqueur, c'est-à-dire qu'on va volontairement placer dans l'environnement des patterns, des choses qui vont permettre de fixer une référence et de faire en sorte qu'on se déplace ensuite par rapport à ces références-là. C'est plus facile et plus précis avec marqueur, sauf que l'inconvénient quand on utilise des marqueurs, c'est évidemment qu'il faut qu'ils soient tout le temps visibles. Parce que dès qu'on les perd, eh bien, on ne peut plus. Sans marqueur, c'est mieux, mais c'est un peu moins précis, et ça pose aussi le problème qu'il faut trouver une référence absolue. En utilisant l'environnement pour se repérer, on n'a qu'une référence relative. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va lancer l'application, on va avoir un résultat différent au niveau du point zéro, et ça peut être embêtant. Un autre point à considérer, c'est la précision qu'on a avec ce genre de choses. En utilisant ce type de techniques qui sont uniquement basées vision, pour le coup, éventuellement avec des caméras un peu spécialisées qui font de l'infrarouge, ce genre de choses, on ne peut pas espérer une précision on va dire, on peut espérer une précision de l'ordre du centimètre, voire un peu moins. Donc ça suffit pour la majorité des applications, mais si jamais il faut plus précis, c'est-à-dire descendre en dessous du millimètre par exemple, bah, à ce moment-là, il faut utiliser des caméras dédiées. Alors soit des choses plutôt bon marché, comme par exemple les stations de base de Vive, qui ne sont pas vraiment des caméras, mais qui sont quand même un dispositif qu'on met à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on équipe l'environnement, soit carrément des caméras dédiées motion capture, comme les Vicon ou les systèmes à AirTrack, qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher, mais pour lesquels la précision est bien, bien meilleure. C'est-à-dire que là, on est à l'ordre d'environ 2 dixièmes de millimètre en ordre de grandeur au niveau de l'erreur
de positionnement. Mais ça nécessite un dispositif beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que non seulement il faut équiper l'environnement, mais en plus il faut équiper la personne qui s'en sert. Avec des petites sphères ou des choses spéciales, des combinaisons spéciales qui permettent de repérer la position dans l'espace. Quelquefois, c'est nécessaire. Je vais vous donner un exemple. Si vous comptez utiliser, par exemple, les casques comme le MetaQuest 3 dans un environnement qui est mobile, par exemple, au hasard, dans un véhicule qui se déplace, eh ben, ça ne va pas marcher parce que les senseurs qui sont à l'intérieur du Quest 3 vont repérer les déplacements du véhicule et vont les confondre avec un déplacement de la tête et du coup, rien ne va fonctionner. Donc, dans ce cadre-là, on est obligé d'utiliser un dispositif externe. Si vous voulez utiliser le MetaQuest 3 à l'extérieur, on a essayé. Il y a des chances pour que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que les caméras infrarouges qui sont dessus et qui servent à faire le positionnement vont être parasitées par la lumière du soleil, qui émet de l'infrarouge aussi. Et donc, pareil, il faudra trouver un autre dispositif. Voilà. Donc, la colocalisation, c'est quelque chose qui est plutôt bien maîtrisé dans l'ensemble, mais qui reste quand même, sur lesquels il y a quand même des limites. Si vous avez des variations brusques d'éclairage, si vous avez un environnement avec des perturbations lumineuses ou électromagnétiques, eh ben, il va falloir passer à des solutions qui sont plus robustes, parce qu'il n'y a que ça qui marchera, en gros. Voilà. Après, honnêtement, pour la plupart des applications, les tracking internes suffisent, mais il faut quand même être conscient des limites. Donc ça, c'est plutôt bien maîtrisé. Le deuxième défi, c'est la co-occultation. La co-occultation, c'est quoi? C'est les éléments réels doivent masquer les éléments virtuels et réciproquement. Les éléments virtuels doivent masquer les éléments réels en regard de leur positionnement dans la scène. Les éléments virtuels qui masquent le réel, j'ai envie de dire, c'est assez facile parce que c'est le cas par défaut. Généralement, on a l'image vidéo et par-dessus, on met les éléments numériques et donc par défaut, ça vient par-dessus. Sauf que si on fait ça tout le temps, ça donne le résultat qui est à gauche. Donc là, par exemple, j'ai une voiture qui s'est très mal garée, c'est-à-dire sur une pelouse, et le plot qui est devant, bah, il devrait masquer la voiture. Si on prend en compte la co-occultation, on a le résultat qui est à droite, et évidemment, bah, visuellement, c'est beaucoup plus convaincant, puisque bah, c'est ce qu'on s'attendrait à voir si la voiture était réellement là. Alors, pour faire ça, bah, faut faire une détection de l'environnement et un mapping de l'environnement. Les capteurs qui servent à faire le tracking interne du casque, ils peuvent aussi, dans certains cas, sous certaines conditions, servir à faire un mapping de l'environnement. Donc là, j'ai mis un exemple ici. Par exemple, sur l'iPhone, vous avez le point noir là en bas, c'est le scanner LiDAR. C'est un laser qui va balayer l'environnement et qui va en temps réel faire une carte, un maillage qui va représenter l'environnement. Et du coup, si j'ai cette géométrie de l'environnement, ça va me permettre de positionner mon objet et de le masquer par rapport à ce qui est sur l'environnement. En pratique, c'est relativement peu précis, c'est stable, ça marche bien, mais c'est assez peu précis. C'est-à-dire que si vous avez des détails très très fins, il risque d'y avoir des problèmes d'occultation qui seront mal gérés. Si on veut mieux, on peut encore une fois, là aussi, faire appel à des solutions qui sont externes, comme par exemple un scanner laser. Exactement comme pour la colocalisation, c'est des choses qui vont coûter beaucoup plus cher et qui vont donner des choses qui seront très précises, mais fixes. C'est-à-dire que l'avantage des capteurs qui sont intégrés au device, c'est que la géométrie peut être dynamique, c'est-à-dire si je bouge ma bouteille ici, eh ben, le maillage qui va être capturé va être mis à jour interactivement, alors que si j'utilise un scanner laser professionnel pour numériser tout l'environnement, ben, je le fais une fois pour toutes et ça ne peut pas bouger. Donc les environnements qui sont dynamiques, ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est que ces solutions-là ne fonctionnent qu'en intérieur. Si on est à l'extérieur et que je veux faire de la réalité augmentée dans le cadre du patrimoine, par exemple, et que que j'ai besoin d'occultation par rapport à des bâtiments, qui sont des choses qui font plusieurs dizaines de mètres, eh ben, la solution interne, ça ne marchera pas. Pour la solution externe avec les lasers, ben, il faut des lasers qui sont dédiés à ça, qui marcheront à l'extérieur. Et là, encore une fois, c'est des solutions qui sont plutôt destinées aux architectes et qui sont extrêmement chères. Ça, c'est pas si bien maîtrisé que ça fonctionne, mais disons que dans les toolkits de base, ceux qu'on utilise dans les devices actuels, c'est moyennement pris en compte, on va dire. Ce qui est la plupart du temps, ce qui marche assez bien, c'est la détection des plans. Dès qu'on a une géométrie un peu plus fine, la gestion de l'occultation n'est pas si bien gérée que ça. Typiquement, sur l'exemple que je donnais juste avant avec le plot et la voiture qui se met derrière, c'est pas dit qu'avec un MetaQuest 3, par exemple, ça fonctionne très bien. Bon, je pourrais même dire avec presque certitude que ça marchera pas très bien. Donc, c'est intégré,
c'est géré, on va dire, si on devait mettre un pourcentage, c'est géré à 50%, quoi. Voilà. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a un troisième challenge, qui est le coéclairage. Le coéclairage, c'est les éléments virtuels vont être éclairés par l'environnement réel, et réciproquement, les éléments virtuels peuvent éclairer, si jamais ils sont émissifs, ou avoir des interactions lumineuses avec l'environnement réel. Donc là encore, vous avez un exemple, à gauche sans, à droite avec. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la voiture n'a pas du tout la même apparence à droite, évidemment, puisqu'elle est éclairée par l'environnement dans lequel elle se trouve, et qu'en plus, elle projette une ombre par terre, ce qui n'est pas le cas sur l'image de gauche. Ça peut paraître accessoire, mais en fait, c'est extrêmement important parce que la gestion de l'éclairage apporte ce qu'on appelle des indices visuels qui aident énormément à la compréhension de la scène. C'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux ce qui se passe sur la scène de droite que sur la scène de gauche. Sur la scène de gauche, on pourrait se dire, tiens, la voiture est en train de flotter au-dessus du sol, par exemple, alors que le fait de mettre une ombre portée en dessous, ça ancre la voiture dans l'environnement. De la même manière, si les reflets sur la carrosserie correspondent à l'immeuble qui est à côté, ça donne des indices visuels sur la position spatiale et la position des différents éléments de la scène les uns par rapport aux autres. Donc ça aide largement à la compréhension de la scène. Donc, encore une fois, est-ce que c'est géré dans les toolkits actuels et dans les devices actuels? Pas très bien. Alors du coup, comment on fait? Il faut utiliser là, la plupart du temps, des devices externes. Donc, ce que je vous ai mis à gauche, c'est ce qu'on appelle une carte d'environnement. La carte d'environnement, c'est une image à 360 degrés qui représente tout ce qui se trouve autour d'un point. Donc, je me positionne ici, par exemple, et en fait, je vais faire une capture pour capturer toute la lumière à 360 degrés qui arrive ici. Ce qui fait que quand je vais positionner mon objet virtuel ici, je vais pouvoir l'éclairer avec cette carte d'environnement. Alors, la question, c'est comment on fait pour capturer une carte d'environnement? À droite, je vous ai mis deux manières de faire. La première, c'est d'utiliser une caméra à 360 degrés. Donc là, c'est une caméra avec 8 objectifs dédiés qui sait faire ça, qui sait faire des captures 360. Sinon, quand on a un appareil photo classique, on peut soit prendre une photo panoramique, soit utiliser ce qu'on appelle une gaze ball. Donc une gaze ball, c'est comme une boule de Noël, c'est-à-dire une sphère réfléchissante. Et quand on prend en photo cette sphère réfléchissante, on a la moitié, on a 180 degrés, on va dire, de la carte d'environnement. Donc en la prenant des deux côtés, on peut reconstituer la carte d'environnement en entier. Le problème, comme vous pouvez le voir sur la page qui est là, c'est que on se voit dedans, comme c'est réfléchissant. Et que donc du coup, après, il faut potentiellement faire un traitement pour enlever les éléments parasites dans la carte d'environnement. Ça, c'est très clairement, parmi les trois défis techniques de la réalité augmentée, enfin de la réalité mixte, celui qui est le moins bien maîtrisé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on peut mettre des cartes d'environnement, mais c'est statique. Si jamais l'éclairage change, ça n'est pas géré par ce système-là. Il y a des systèmes dynamiques qui existent, mais qui vont être des approximations. C'est-à-dire qu'on va se baser sur, on va dire, l'ambiance lumineuse de l'image, donc l'histogramme, et qu'à partir de cet histogramme, on va essayer d'estimer comment on pourrait éclairer l'objet pour que ce soit à peu près crédible. Et ça, c'est ce que font les toolkits et les devices actuellement, c'est-à-dire qu'ils font un coéclairage qui est très, très, très basique, quoi, très, très primitif. Voilà, donc en gros, si on fait le bilan, la colocalisation, c'est plutôt bien géré. La co-occultation, c'est oui, pas mal, mais il y a encore des progrès à faire. Et le co-éclairage, c'est finalement presque pas. Pour le coup, quand on veut faire des projets, comment on fait pour contourner tout ça? Alors, je vous ai pris des exemples de projets sur lesquels on a travaillé au laboratoire, et en essayant de vous montrer à chaque fois comment on a fait pour faire avec les conditions qu'on avait à ce moment-là et les contraintes qu'on avait à ce moment-là. Alors, le premier qui me paraît intéressant, c'est le château de Germolles. Le château de Germolles, on a travaillé sur une application qui permet de visualiser des décors médiévaux. Donc, le château de Germolles, c'est un château qui est à côté de Chalon-sur-Saône. Vous avez une image là, et dans ce château, en fait, il y a une chambre qui s'appelle la garde-robe de Marguerite de Bavière. Et en fait, cette garde-robe, au mur, il y a le décor que vous voyez actuellement. C'est un décor qui a été dégradé avec le temps. À l'origine, en fait, les fleurs, les chardons que vous voyez, ils étaient dorés, et le fond était vert uni, pour évoquer la nature et l'amour que se portaient les deux époux, Philippe et Marguerite, d'où le P et le M. Donc lors des visites, en fait, comme vous pouvez le voir ici, c'est des visites guidées, le guide essaie d'expliquer et de retranscrire la splendeur visuelle qu'étaient ces décors médiévaux. Et c'est pas facile, parce que comme c'est très très dégradé, on peut, disons, sans outils spécifiques, on ne peut se baser que sur une description, et les gens doivent imaginer à quoi ça pouvait ressembler. C'est d'autant plus important que, en fait, cette décoration, ce décor mural, il a été conçu pour
que son apparence varie avec l'éclairage ambiant. C'est-à-dire que le matin, il n'avait pas la même apparence que l'après-midi, ni que le soir, et voire même la nuit. Et donc, le château nous a approché pour demander si on pouvait faire une application de visualisation en réalité augmentée, de manière à voir ce genre de choses. Donc le décor tel qu'il était quand il a été conçu, pour pouvoir le montrer aux visiteurs. Donc, sauf qu'il y avait tout un tas de contraintes. Les contraintes étaient les suivantes. La première, c'est que tout dispositif de localisation externe, vous vous rappelez la colocalisation dont vous avez parlé, donc des capteurs dans l'environnement, des marqueurs, tout ça, bah ça c'était absolument interdit. Ça devait tourner sur une tablette. Et c'était il y a 10 ans. C'était en 2015. Donc la tablette, c'était un iPad Air. Et donc la deuxième contrainte, c'est que comme c'était un iPad Air, on ne pouvait pas faire de rendu réaliste et de rendu physiquement réaliste parce que l'appareil n'en avait tout simplement pas les capacités. Donc il a fallu opter pour du plausible. Donc là, je vous ai mis un exemple avec à gauche un matériau qui est rendu de manière réaliste avec des mesures réelles de matériaux qu'on applique directement pour générer l'image, et à droite, une approximation plausible de ce même matériau. Alors pourquoi on dit plausible? Bah, vous pouvez constater qu'il y a des différences entre les deux, mais que la sensation visuelle est la même. Et en fait, c'était ça l'important. C'est l'expérience utilisateur, c'est la sensation visuelle qui doit être la même. Donc, ça a été conçu. Après, une des requêtes du château, c'était qu'on puisse faire varier l'éclairage, c'est-à-dire qu'on puisse visualiser le décor le matin, le midi, le soir, idéalement en fonction de l'ambiance lumineuse interne, mais aussi la nuit, comme s'il était éclairé par une bougie. Alors, pareil, pas évident, comment fait-on ça? Bah, on a introduit dans l'outil qu'on a utilisé pour concevoir cette application, un solide photométrique. Donc un solide photométrique, c'est tout simplement la capture de l'énergie lumineuse d'une bougie en fonction de la direction. Donc une bougie, ça émet pas de la lumière de manière uniforme, ça émet de la lumière de manière non uniforme. Par exemple, c'est représenté par un solide photométrique. Donc vous l'avez ici à gauche. Typiquement, la zone noire qui est au sommet de la sphère, ça signifie qu'une bougie n'éclaire quasiment pas vers le haut, pratiquement pas. Que la majorité de l'éclairage d'une bougie se situe, on va dire, entre 45 et 60 degrés, quoi, et puis c'est clair très peu sur les côtés. Donc, j'ai pu avoir accès à ces données-là par des collègues chercheurs qui sont à Calais, qui avaient fait cette numérisation-là. Je l'ai inclus dans l'application. Le problème, c'est qu'une flamme de bougie, ça bouge. Ça oscille un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question de variation d'éclairage, c'est aussi une question de mouvement. Et là, en fait, il a fallu encore une fois faire avec du plausible et pas du réaliste, c'est-à-dire que j'avais absolument pas les moyens sur la tablette, les moyens computationnels, j'entends, de faire une modélisation de la flamme qui bouge avec, de manière physique, hein, et donc, en fait, la façon qui a été choisie ici, c'est de faire une petite rotation aléatoire, un petit tremblement aléatoire de la source lumineuse qui était modélisée avec le fluide photométrique qui était à gauche, et ben, visuellement, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça donne l'impression que c'est l'oscillation d'une flamme de bougie. Euh, le résultat, le voilà. Alors, j'ai pas eu le droit de passer des vidéos, mais vous aurez accès en fait à la vidéo si vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir la vidéo et puis donc le document sera distribué et vous pourrez cliquer sur l'image et aller voir la vidéo du résultat qui montre en fait l'application en fonctionnement et notamment la phase où on peut passer de nuit avec l'éclairage de la bougie. Et quand on s'approche du coup du décor, on voit l'influence de la flamme de la bougie sur les chardons dorés, notamment l'aspect métallique qui ressort assez bien. Ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet, qui s'appelle Virtual House, l'idée, c'était d'essayer de faire une application de réalité mixte qui soit collaborative, c'est-à-dire qui s'utilise à deux personnes, et de manière asymétrique, c'est-à-dire que les deux personnes n'ont pas les mêmes modalités d'interaction avec l'application. Alors, je vais m'expliquer. Virtual House, en fait, à la base, c'est parti d'une visite que j'ai faite à Vienne en 2018, où j'ai visité la maison de Mozart, qui s'appelle Mozart House. Et il se trouve que Mozart, il a eu plein d'appartements à Vienne, et celui-là, c'est pas le dernier. Et donc, il est entièrement vide. C'est-à-dire que quand on visite cet appartement, il n'y a strictement rien dedans. Il n'y a aucun meuble, rien du tout. Ce qui fait que on ne sait pas exactement quelle était la vocation de chaque pièce. Et donc, à l'entrée du musée, donc c'est la photo que je vous ai mis à gauche, on a un plan avec des petits meubles en modèle réduit, et les gens sont encouragés à essayer d'imaginer de placer les meubles dans le plan pour essayer de voir si telle pièce c'était plutôt la cuisine ou le salon ou la chambre à coucher ou c'est ça. Parce qu'on a la liste des meubles qui étaient présents, parce que Mozart, il avait beaucoup de dettes, il y avait des huissiers qui étaient passés chez lui, et du coup, on a la liste de ses possessions, la liste de ses biens qui avaient été inventoriés au cas où il devait les rendre pour rembourser ses dettes.
Et en voyant ça, je me suis dit, ça serait intéressant de faire une application de réalité mixte avec où on puisse vérifier la validité de l'hypothèse en s'immergeant dans la maquette. Alors du coup, on a conçu une application à deux utilisateurs. Un utilisateur qui, lui, est en réalité virtuelle en immersion dans l'appartement, et un autre utilisateur qui, lui, est en réalité augmentée, qui visualise l'appartement en vue de haut, en vue d'oiseau, quoi, et qui peut voir le plan, mais sur lequel il va pouvoir interagir avec une interface tactile. Alors, je m'explique. Voilà comment ça se passe côté utilisateur en réalité virtuelle. Il y a un menu qui lui permet de choisir le meuble qu'il veut placer. Donc, il place ce meuble avec un genre de pointeur laser. Et l'utilisateur qui, lui, est en réalité augmentée, voit le plan, il va voir le meuble s'afficher, et il peut en ajouter lui-même aussi, mais en utilisant une modalité qui est différente, qui est celle d'une interface tangible, c'est-à-dire avec un marqueur qui porte le label du meuble, il va le placer sur la maquette et ça va rajouter le meuble de manière interactive. Et donc, l'application est partagée par deux personnes, mais avec des modalités d'interaction différentes. C'est un peu comme si la première personne était immergée dans une maison de poupées que la deuxième personne pouvait manipuler à loisir. Et l'idée, c'était de vérifier si ça facilitait la validation des hypothèses ou pas. Donc, c'est un peu complexe à installer. On l'a présenté en conférence. Et voilà le dispositif qui était mis en place. Il fallait des tables, il y avait des câbles de partout et tout. C'était pas spécialement simple, mais c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc, pareil, ici, c'est une image cliquable. Vous pourrez cliquer dessus pour aller voir la vidéo de l'application en fonctionnement. Là, par exemple, on voit à gauche la vue en réalité virtuelle et à droite la vue en réalité augmentée. Donc le point rouge, c'est l'utilisateur qui est en réalité virtuelle. Et on voit que l'utilisateur en réalité augmentée, ce que j'ai appelé le superviseur, il a placé une chaise avec un marqueur. Et vous voyez que la chaise s'affiche sur le marqueur et elle est aussi visible de l'autre côté de manière cohérente avec la table et tout le reste. Voilà. Le troisième projet dont je voulais vous parler, c'est un projet qui s'appelle ERA. Là, l'ambition était différente. On s'est dit, à chaque fois, on fait des applications qui sont ad hoc pour des personnes dédiées, en essayant de contourner les différentes problématiques que j'ai évoquées juste avant. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui permette à tout le monde de créer son application de réalité augmentée et de changer le contenu sans avoir à coder et sans avoir à rien installer non plus, c'est-à-dire entièrement basé web? Et est-ce que ça ne met pas des contraintes sur la colocalisation, le coéclairage, la co-occultation? Alors la réponse, c'est ben, on a essayé en tout cas, en se basant sur WebXR, et on a créé une plateforme qui s'appelle ERA. ERA, en fait, c'est une plateforme qui permet de faire de l'authoring d'applications de réalité mixte, parce que ça fait réalité augmentée et réalité virtuelle, ça fait les deux, euh, en faisant les choses suivantes, en collectant des données, ensuite en organisant ces données au sein d'un éditeur, donc en plaçant les objets les uns par rapport aux autres, qu'un éditeur qui est basé web, donc rien à installer non plus, et ensuite en publiant ça et en le visualisant avec un viewer qui lui-même est basé web aussi. Euh, et du coup, ça a permis de faire une première application qui est donc l'évolution architecturale du site des Soieries Bonnet. Donc, je vous montre ici l'éditeur. Donc là, c'est l'interface de l'éditeur. Vous avez en fait une interface qui permet de placer tous les assets. Donc à gauche, c'est les différents assets qu'on peut mettre dans l'application. Donc on a des modèles 3D, on a des labels. Les labels, c'est des textes, des cellules de texte qu'on met au-dessus des éléments. On les organise dans l'espace les uns par rapport aux autres avec l'interface qui est à droite, où vous avez des boutons de manipulation classiques, hein, translation, rotation, mise à l'échelle de chaque label. On sauvegarde ça sous forme d'une scène, on peut faire plusieurs scènes dans un même projet, et après, on peut visualiser cette scène avec un visualiseur web, qui est donc celui-ci. Et donc voilà ce qu'on voit quand on visualise la scène. On peut inclure des animations, on peut inclure des sons, et on peut même partager une même scène avec plusieurs utilisateurs pour que tout le monde voit la même scène en même temps. Voilà. Et si on veut changer le contenu, c'est-à-dire changer des modèles 3D ou changer du texte ou réarranger les modèles les uns par rapport aux autres, eh bien, il n'y a pas besoin de reprendre l'application ou de reprendre le code. Ça peut se faire directement par le biais de l'éditeur et la modification est instantanée. C'est-à-dire que dès qu'on a changé dans l'éditeur, on sauvegarde, ça change automatiquement le projet dans le viewer et le processus de publication se fait de manière très très rapide. On a utilisé ERA dans d'autres contextes. Typiquement à l'extérieur, on voulait voir si ça marchait. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai dit que la localisation, la colocalisation à l'extérieur, ça pouvait poser quelques problèmes. Alors ça pose quelques problèmes d'ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être à 1 mètre près.
mais globalement, ça fonctionne quand même. Voilà, on l'a testé au Mont Châtel, qui est une montagne sur laquelle il y a un site mérovingien à côté de Bourg-en-Bresse, et au château des Abymes, qui est un château qui est à côté d'Ambérieux, sur lesquels il y a aussi une historique patrimoniale, une visite faite, alors qu'on a mis en place ici avec des personnages en Lego. Voilà. Voilà, donc à chaque fois, en fait, à travers ces projets, ce que je voulais montrer, c'est que les contraintes auxquelles on était confrontés, on les contournait en limitant les capacités de l'application et en faisant en sorte qu'elle porte pas ombrage à l'expérience utilisateur. Donc, si on fait un bilan sur ce qui a été dit, enfin ce qui a été fait au niveau réalité augmentée, euh, c'est une technologie qui est relativement mature au niveau software. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en fait qui existent aujourd'hui. Il y a des formats de scène, des formats d'objets, des formats d'interaction même qui sont relativement bien définis. Ça l'est un peu moins au niveau hardware. Je vais en parler juste après. Parce que pour moi, actuellement, le device ultime qui va générer l'adoption pour la XR, eh bien, il n'existe pas. Et vous allez voir pourquoi. Euh, les problématiques que j'ai évoquées, les problématiques principales, le coéclairage, la co-occultation et la colocalisation, elles sont toutes adressées, mais elles sont que partiellement résolues. La colocalisation à 80%, on va dire, la co-occultation à 50% et le coéclairage à 20%. C'est vraiment très peu. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est assez motivant parce que tout est à inventer pour les développeurs et il ne faut pas hésiter à penser en dehors des conventions. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai parlé de réalité mixte ici, un peu moins de réalité virtuelle, mais on a tendance à dire, par exemple, toutes les applications en réalité virtuelle doivent être faites à la première personne. Mais ce n'est pas vrai. On pourrait très bien faire des applications à la troisième personne en réalité virtuelle. Ça fonctionnerait très bien. C'est juste que personne ne pense à le faire. Il faut sortir un peu des cadres établis. Alors, quelques points non évoqués. Le premier, c'est les devices, justement. Actuellement, voilà, je vous ai mis le Vision Pro. Tout le monde en parle beaucoup. Mais le Vision Pro, en fait, c'est gros, c'est pas très agréable à porter, comme la plupart des casques, et l'utiliser plus d'une demi-heure d'affilée, c'est compliqué. Donc, tant que ça sera comme ça, en fait, la diffusion des applications de réalité mixte ne se fera jamais auprès du grand public. Il faudrait idéalement aller vers des choses que Meta essaie de faire actuellement avec les Ray-Ban Meta, euh, qui soient des lunettes. C'est-à-dire que les lunettes qu'on met, les gens qui ont déjà des lunettes, bah, pour eux, ça ne changera rien. Ceux qui n'en ont pas, bah, ce n'est pas un coût très très important, ce n'est pas une gêne extrêmement importante. Et ça serait la première étape, évidemment avec les mêmes caractéristiques visuelles que celles qu'on a avec un casque. Alors justement, en parlant des caractéristiques visuelles, ici j'ai mis un tableau avec les performances des différents devices. Ce que vous voyez en vert en bas, c'est ce que j'ai appelé le device XR ultime, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques qu'un device de réalité mixte devrait avoir pour qu'il n'y ait aucune différence avec la vision humaine. Alors on voit que la résolution, ça devrait être 120 pixels par degré de vision, à peu près, que le champ de vision, ça devrait être 200 degrés horizontalement et 135 degrés verticalement, que le taux de rafraîchissement, ça devrait idéalement être 240 Hz, et que le poids, on ne devrait pas le sentir, il devrait être négligeable. Et au-dessus, j'ai mis le MetaQuest 3, le Vision Pro et le Varjo XR4. Alors, le Varjo XR4, c'est un casque très haut de gamme, hein, ça vaut dans les 10 000 euros à peu près. Et en fait, vous voyez, à chaque fois que c'est rouge, c'est qu'on en est loin des caractéristiques de la vision humaine. Des fois, c'est orange, c'est-à-dire qu'on s'en approche, mais que ce n'est pas encore ça. Et il y a une seule caractéristique qui est en vert, qui est au niveau du fréquence de rafraîchissement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le device que j'ai dit ultime, il n'existe pas. C'est-à-dire que celui qui serait susceptible d'être adopté pour pouvoir faire en sorte que ça soit la même chose qu'avec la vision réelle et qu'on puisse le porter et l'utiliser sans effort, il y a encore énormément de progrès à faire. On n'y est pas du tout à ce niveau-là. Donc ça, c'est, à mon sens, un obstacle qui est quand même assez important vis-à-vis, on va dire, de la démocratisation de ces applications-là. Mais ce n'est pas le seul. L'autre obstacle, c'est l'interface utilisateur. Ici, je vous ai mis des gestuels pour interagir avec une application de réalité mixte. Dans une application de réalité mixte, en fait, on est immergé dans un environnement et les interfaces utilisateurs ne sont pas comparables. Celles qu'on utilise dans une application classique ne sont pas utilisables. On n'a ni clavier ni souris. Euh, une des manières d'interagir avec l'application, c'est la gestuelle. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, hein, notamment l'audio par exemple, mais la gestuelle, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc il y a des choses qui techniquement sont assez au point pour détecter, on va dire, les mouvements des doigts, mais c'est qu'une partie de la problématique. L'autre partie, c'est qu'est-ce que je fais comme mouvement pour quelle action. Donc là, je vous ai mis par exemple quelques exemples
Alors, si je vous dis par exemple swipe left ou swipe right, sélectionner, accepter, rejeter, bah là on voit bien que oui, si je veux faire gauche, je fais comme ça, droite, je fais comme ça. Accepter, refuser, ok, très bien. Là-dessus, c'est à peu près clair, mais tout le reste, par exemple, play et puis increase speed, comme vous l'avez ici, bah, tout le monde, ça ne viendrait pas forcément l'idée de faire ça pour accélérer une vidéo. Pour sélectionner, si on a une interface 2D, en sélectionnant, en touchant, très bien, mais si jamais on n'a pas d'interface ou que l'interface est trop loin, comment on fait pour sélectionner? Voilà. Alors, il y a des expériences qui ont été conduites où en fait, on a suggéré aux gens des actions et on leur demandait de faire le geste que cette action leur évoque. Et ensuite, il y a des statistiques qui ont été faites pour essayer de voir la cohérence sur une population assez vaste entre toutes ces actions. Et voilà les résultats. Vous voyez que pour précédent suivant, en fait, on a une cohérence qui est presque à 1, c'est-à-dire quasiment tout le monde a fait le même geste. Pour select, open, close, ça commence à être, c'est presque ça. Mais après, ça décroît très très vite. C'est-à-dire que pour toutes les autres actions, on s'aperçoit relativement rapidement qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que les gens font des mouvements intuitifs qui sont différents. Et ça, fondamentalement, c'est un problème. Pourquoi? Si vous prenez une application web aujourd'hui, en utilisant avec une souris, tout le monde, 100% des gens vont comprendre qu'en cliquant sur un bouton, ça va déclencher une action. Bah, ce stade-là, dans les applications de XR, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus sur l'interface. Donc, non seulement, en fait, les gens ne faisaient pas le même geste, mais en plus, vous voyez la courbe qui est rouge, c'est la courbe qui indique la variance. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas fait la même chose, mais en plus, quand la courbe rouge est élevée, c'est très différent. C'est-à-dire que les gestes qui ont été effectués sont totalement et très différents d'une personne à une autre. Donc là, il y a un problème fondamental qui est celui de l'interface. Comment on fait pour interagir avec une application de réalité mixte quand on a une interaction qui est plutôt complexe? Eh ben, le faire de manière naturelle, c'est pas gagné manifestement, puisque les stats montrent que bah, il n'y a pas de consensus auprès des gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez concevoir une application, bah, il va forcément y avoir une phase d'entraînement des personnes qui vont utiliser cette application pour qu'ils apprennent à l'utiliser. Et pour l'instant, bah, on ne peut pas y couper. Alors, pour faire mieux, on peut passer de l'expérience utilisateur, de l'interface utilisateur pardon, à l'expérience utilisateur. Euh, Si on ne peut pas apprendre à l'utilisateur à se servir de l'application, ben on va faire l'inverse. On va apprendre à l'application à comprendre l'utilisateur. Donc, ce domaine-là, qui consiste à utiliser les perceptions de l'utilisateur et notamment ses émotions, ça porte un nom, ça s'appelle l'empathic computing. Et je vous ai mis ici deux schémas qui illustrent ce qu'est l'empathic computing. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que c'est pour moi quelque chose pour lequel on ne peut pas passer à côté quand on fait des applications de réalité mixte. Si vous regardez le schéma qui est à gauche, vous avez les modalités d'interaction avec des applications informatiques de 1950 à nos jours, on va dire. Donc on voit que bah, avant c'était des cartes perforées, clavier dans les années 60, souris dans les années 80, speech et gesture, c'est-à-dire le dialogue, enfin, le son et la gestuelle dans les années 90 et 2000. Et puis si on va après, on voit émotion et pensée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une application où il faudra que j'apprenne comment m'en servir, bah, c'est l'inverse. L'application va voir comment je me sens, essayer de deviner ce que j'essaie de faire, et du coup me proposer quelque chose en fonction de ce que je fais, qui va correspondre à ce que je veux. Et donc vous voyez que ces modalités d'interaction, elles vont de plus en plus de explicite vers implicite. Je pense que dans une application de réalité mixte, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers l'implicite, c'est-à-dire que c'est l'application qui va comprendre ce que vous êtes en train de faire, et pas le contraire. Ça, c'est un domaine qui est vraiment naissant, l'empathic computing. Euh, mais moi, ça me paraît vraiment important d'aller investiguer ce domaine-là parce que si on a des super casques avec des super applications, des performances fantastiques, mais que personne ne sait s'en servir ou que c'est pas plaisant de s'en servir, bah, c'est pas la peine, ça ne marchera jamais. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Euh, D'autres points, actuellement, on essaie de mélanger du réel avec du virtuel. Euh, Mélanger du réel avec du virtuel, le problème, c'est que les données ne sont pas du tout du même type. Les données numériques virtuelles, c'est des maillages la plupart du temps. Les données réelles, c'est des photos. Et pour mélanger les deux, c'est pas simple. L'idée, ce serait d'avoir un pipeline unifié. Ce pipeline unifié, ça veut dire que les données virtuelles et réelles seraient du même type. Et il y a des choses qui vont dans ce sens-là, et notamment le Gaussian splatting, le 3D Gaussian splatting. Euh, c'est quelque chose qui va permettre, à mon sens, en tout cas c'est une piste à explorer, de faire en sorte qu'on ait tout sous la même forme, c'est-à-dire que ce soit que des nuages de points ou que des images, aussi bien au niveau des données virtuelles que des données réelles, de manière à avoir un pipeline de production qui soit
cohérent. Le problème actuel des technologies du style 3D Gaussian Splatting, c'est qu'elles ne sont pas éditables. C'est-à-dire que, ok, là j'ai capturé un vélo avec un banc, mais si jamais je veux bouger le vélo, bah, je peux pas. Ou si jamais je veux faire que le banc soit pas de la même couleur, bah, je peux pas non plus. Donc l'obstacle actuel est sur ce point-là, mais en travaillant sur l'édition de ces données-là, on va pouvoir avoir un pipeline unifié qui sera du coup beaucoup plus naturel d'utilisation que l'actuel. Et enfin, en fait, quand on parle aujourd'hui d'informatique, forcément on parle d'IA. La XR, ça n'échappe pas à ça. Et il y a beaucoup d'avancées en intelligence artificielle qui peuvent être appliquées à la XR. Rappelez-vous le défi, le challenge de la co-occultation. Je vous ai dit, il faut un mapping de l'environnement. Donc un mapping de l'environnement, ça s'obtient par exemple avec une carte de profondeur et sur plusieurs images successives. Sauf qu'obtenir une carte de profondeur, ce n'est pas quelque chose qui est spécialement simple. Il faut soit des capteurs dédiés, soit un traitement de vision par ordinateur qui est assez lourd. Euh, bah, L'intelligence artificielle peut intervenir à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des techniques deep learning qui permettent d'obtenir des cartes de profondeur très très rapidement. Donc ça, c'est un papier récent d'Apple qui s'appelle DepthPro, qui permet d'obtenir une carte de profondeur en moins d'une seconde. Et ça s'exécute localement, parce qu'évidemment, l'intérêt, c'est de faire exécuter ça localement sur le device, de manière à pouvoir le faire à une fréquence qui s'approche de la fréquence de rafraîchissement. Alors une seconde, on n'y est pas encore, mais disons que c'est un progrès. Et là, l'exemple montre que ça marche même sur des détails fins, c'est-à-dire les poils du chat ou la touffe de poils qui se trouve sur la tête du chameau, ou la structure assez fine de la cage dans laquelle il y a les oiseaux, qui sont typiquement le genre de cas sur lesquels les algorithmes classiques se plantent. Et puis, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec de l'IA, c'est par exemple modifier l'éclairage dans les images. Là, je vous ai mis un papier qui s'appelle LightLab. LightLab permet de prendre une image qui est donc celle de gauche, sur laquelle il n'y a aucune source de lumière allumée, et en fait d'allumer à volonté des sources de lumière dans l'image sans reprendre de nouvelles photos. C'est-à-dire que l'image de droite a été générée à partir de celle de gauche en expliquant au modèle qu'on voulait allumer le luminaire qui était à droite de l'image. Et on peut même changer son intensité. Donc le lien que j'ai mis est un lien qui est cliquable, donc vous pourrez aussi aller voir parce qu'il y a une démo qui est faite sur la page web où on peut jouer avec des interrupteurs pour changer l'éclairage. Et ça permettrait, entre autres, par exemple, de modifier les images de base des splats pour essayer de faire en sorte qu'on puisse modifier l'éclairage dans des données qui sont réelles sans avoir à reprendre de photos, à changer l'éclairage réellement. Et enfin, une problématique qui est aussi sur laquelle l'IA peut aider, c'est la génération. Là, j'ai mis un exemple de modèle qui s'appelle MeshGPT, qui permet d'utiliser un LLM pour générer des mèches à la demande. Et ça, il y a un potentiel assez important, notamment pour ce qui est authoring ou contrôle utilisateur, pour adapter le contenu à l'utilisateur. Donc encore une fois, l'idée de l'empathic computing, hein, je vais pas faire des assets qui sont prédéterminés, mais je vais générer quelque chose qui est sur mesure pour l'utilisateur que j'ai en fonction de son profil, en fonction de ce que j'arrive à connaître de son profil. Et pour ça, il me faut des techniques d'IA qui vont permettre de générer du contenu à la volée. Mais GPT en est une, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent. Et c'est un point qui est assez important. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis bien entendu disposé à y répondre. Voilà, j'ai à peu près tenu le timing. C'est parfait. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation très complète, très intéressante. J'espère que cette présentation vous a plu et elle fait aussi beaucoup écho à la présentation en fait, de lundi sur la 3D, puisqu'on reprend beaucoup de sujets en fait, que j'ai pu évoquer sur Gaussian splatting, l'AR, notamment dans les usages aussi dans le patrimoine. Voilà, juste pour reprendre aussi le pourquoi, SpeederNet, on travaille beaucoup avec le LYRIS, notamment sur ces projets, parce qu'on travaille avec eux sur Gaussian splatting, et on a des ambitions d'aller dans des projets sur l'intégration de l'AR. On a commencé à faire des petits pas dans Sphere, et maintenant dans nos outils, et maintenant l'idée c'est d'aller plus loin, de prendre en compte toutes ces problématiques et essayer de les industrialiser au mieux pour les intégrer dans nos pipelines de création de ressources pédagogiques immersives. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Je vois Yves, peut-être une. Alors,
Question de datasets Vincent. 3D sont-ils assez étoffés? Il semble qu'il y a moins de contenu qu'en 2D. Oui, c'est vrai. Il y a quand même des grosses bases de données sur lesquelles on peut faire de l'entraînement. Là, j'imagine que c'est pour les modèles qui génèrent des données. Donc notamment MeshGPT. Oui, c'est quand même assez complet. Alors après, pour MeshGPT, l'approche qui a été choisie est un peu particulière. Le dataset n'est pas si gros que ça, il fait quelques dizaines de milliers de modèles, peut-être même pas, quelques milliers, je crois, ça sera vérifié dans le papier, mais l'idée c'est de prendre un modèle de langage qui est fait pour traiter du langage naturel et de modifier ce modèle de langage-là avec donc du fine-tuning, comme on dit, pour lui faire apprendre non pas un langage naturel, mais un langage de description d'objets. Donc on peut décrire des objets de manière géométrique, avec des formats comme du XML ou du JSON ou des choses comme ça, ou même des formats existants comme le format OBJ, qui sont des formats textuels. Et en fait, l'idée, c'est de faire apprendre au LLM ce langage-là, pour qu'ensuite il sache générer, au lieu de générer du texte, ben, il génère des descriptions d'objets. Et ça a marché, la preuve. Donc en fait, la question des datasets, faut savoir que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un volume de données énorme. C'est nécessaire si on part de zéro, c'est-à-dire si on conçoit le modèle complètement et qu'il faut totalement l'entraîner. Mais prendre un modèle qui est déjà entraîné et le raffiner, le fine-tuner pour qu'il fasse quelque chose d'un peu plus spécifique, là, la taille du dataset est bien moindre. Et du coup, les datasets d'objets 3D qu'on a actuellement peuvent convenir pour ça. Oui, on avait fait précédemment un programme de recherche avec un doctorant sur un modèle de sur la prédiction de qualité de rendu sur la compression d'objets 3D. Notre dataset, c'était 9000 objets. Donc c'est pas non plus immense, et Pas pourtant colossal. on arrivait à avoir des résultats très intéressants. Donc effectivement, quand on est très précis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des modèles globaux, C'est généraux, ça. énormes. C'est ça. Quand on part de quelque chose qui est déjà entraîné, Mm, la taille des données nécessaires, elle est bien moindre. mm, Et d'ailleurs, c'est comme ça que presque tout le monde fait aujourd'hui, parce que entraîner un modèle de langage de la taille de ChatGPT, c'est pas du tout à la portée mm. c'est à la portée de 2 ou 3 entreprises dans le monde, quoi. C'est tout. Mm. On peut pas le faire. Voilà pour nous. Merci. Si vous avez encore des questions, on peut rester jusqu'à midi, mais sinon, voilà. Nous vous remercions pour votre attention, de nous avoir. Et on va mettre fin à l'événement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.